faire la guerre à des vaccins tels qu'ils existent maintenant. Est-ce que ça est la baguette magique qui va arrêter l'épidémie? Je ne le crois pas non plus. Les vaccins sont soit impossibles, soit relativement peu efficaces. Les vaccins avec mRNA, je suis plus prudent parce que c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Donc quelque chose qui est entièrement nouveau, les effets à moyen et long terme, on est incapable de les prédire. On ne sait pas le faire. Regardez et téléchargez les 3 documentaires indispensables pour savoir ce qui se trame derrière cette crise et le journal de la pilule rouge, très utile pour appréhender 2021. Disponible gratuitement et en exclusivité sur neurosatis.fr. Le lien est en description. Pensez à partager et à mettre plein de pouces bleus. Écoutez, les vaccins, moi là aussi j'ai écrit un livre sur les vaccins il y a un peu plus longtemps, qui a été mal compris, je regrette, parce qu'on vit dans un monde, en particulier c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus aller sur les plateaux de télévision, dans un monde qui est trop binaire pour moi, c'est trop, est-ce que c'est toujours bon ou est-ce que c'est toujours mauvais? Donc, comme il n'y a jamais rien qui est comme ça, tout est une question en médecine de rapport bénéfice-risque. Si on veut discuter intelligemment avec moi, je suis d'accord. Si c'est pour avoir des discussions avec des imbéciles qui me disent alors vous êtes pour, vous êtes contre, je ne le fais plus. Voilà. Donc ça m'est arrivé une fois, je suis sorti sidéré là aussi, les gens qui me donnaient des leçons de science sur les maladies infectieuses, je suis resté un peu scotché, hein, et avec une arrogance qui m'a laissé pantois. J'en ai vu des oiseaux, enfin c'est assez extraordinaire. Donc en pratique, les vaccins font partie de notre arsenal. Certains des vaccins marchent presque toujours très très bien dans notre histoire. Ce sont les vaccins contre les toxines, tétanos, diphtérie. Ce sont les vaccins contre les maladies très immunisantes. C'est-à-dire les maladies de l'enfance qu'on ne faisait qu'une fois. Pour celles-là, on a des vaccins qui marchent très bien, qui ont toujours très bien marché. D'accord ? Parce que c'est facile. L'infection naturelle donne une immunité totale et définitive. Oui. Moi, malheureusement, je suis âgé, donc j'ai fait une rougeole naturelle d'avant le vaccin. C'est pas la peine de me revacciner. Vous, qui avez reçu le vaccin contre la rougeole, c'est pas sûr qu'il ne faille pas vous revacciner à un moment parce que l'immunité par le vaccin n'est pas aussi bonne que l'immunité naturelle. Mais elle est bonne parce qu'elle limite quelque chose qui existe déjà. Dans les maladies dans lesquelles il n'y a pas peu d'immunité, où l'immunité est mauvaise, et qui donnent des maladies récurrentes chez la même personne, les vaccins sont soit impossibles, soit relativement peu efficaces. Alors, ça fait partie de l'arsenal de prévention. Le vaccin contre la grippe, s'il a été éradicateur depuis le temps, on le saurait. Mais il diminue le nombre de grippes, peut-être que dans un certain nombre de cas, on a des grippes moins graves, mais on sait bien que ce n'est pas un vaccin parfait, parce que c'est pareil, les virus de la grippe mutent, changent, que le vaccin marche de moins en moins bien au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est-à-dire que notre immunité diminue, et donc tous les 10 ans, le pourcentage de gens protégés par une vaccination contre la grippe diminue. Parce que notre immunité ne réagit pas de la même manière chez nous et chez les enfants de 5 ou 6 ans qui ont une immunité d'enfer et qui ont des réponses immunitaires extraordinaires. Donc tout ça est compliqué. Après, donc la question qui se pose pour le vaccin, ici comme d'habitude, et je vous le dis tout de suite, bien sûr, dès que une stratégie vaccinale sera mise en place, nous participerons ici à l'IHU à faire les vaccins, bien sûr. Il suffit de nous demander, on fait des vaccins pour toute une quantité de maladies, on fera pour celle-là aussi. Après, la question c'est quel est le bénéfice et quel est le risque. Le bénéfice, pour l'instant, les conditions dans lesquelles il a été testé, ça correspond aux souches qui ont été testées. Est-ce que, alors que l'infection naturelle ne protège pas contre les mutants circulants, la vaccination pratiquée avec les virus qui circulaient à ce moment-là va protéger contre les virus qui circulent maintenant? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc, peut-être que ça diminuera la gravité, mais je ne sais pas répondre parce que cette question-là n'a pas été testée. La deuxième, donc, ça c'est une chose, mais si ça peut diminuer la circulation d'un certain nombre de variants, tant mieux. On fera le point au bout d'un moment. Pour l'instant, ce point-là, on ne peut pas le faire.
il faudra du temps pour le faire. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un risque ? Les risques qui ont été évalués, personnellement, je pense que la plupart d'entre eux ne présentent pas de risque à court terme. À moyen et à long terme, personne ne peut le savoir sur des formes nouvelles. Donc autant les vaccins inactivés qu'on connaît ou ceux qui sont liés aux adénovirus qui ne sont pas réplicants, ceux-là, on a évalué les effets secondaires qui sont ni plus ni moins ceux des autres vaccins. Il ne s'est pas passé de choses trop extraordinaires, donc je ne vois pas trop le risque qu'ils comporteraient. Les vaccins avec mRNA, je suis plus prudent parce que c'est quelque chose qui est entièrement nouveau, donc quelque chose qui est entièrement nouveau, les effets à moyen et long terme, on est incapable de les prédire, on ne sait pas le faire. Donc à choisir, je reconnais que je suis plus ouvert aux vaccins qui ne sont pas les vaccins à ARN messager qu'aux vaccins à ARN messager. C'est mon point de vue. Après, le vaccin, ça ne veut rien dire. Il y a 200 vaccins qui sont en cours d'évaluation actuellement. Donc dedans, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, il y en a qui seront plus agressifs que d'autres. Alors, il y a les dernières données et l'avenir. Alors, bien sûr, je me prononcerai un peu plus maintenant que sur l'avenir. Donc, je voudrais éclaircir, si je peux. C'est compliqué parce que les gens ont l'habitude de ne pas croire, sauf si c'est l'institution en charge, les données qui émergent de leur propre pays. Moi, j'ai une grosse expérience de ça avec le Zika, parce que c'est un de mes anciens élèves qui a découvert le rôle pathologique du Zika en Polynésie française. Et il était en Polynésie française, c'est là que c'est arrivé. J'ai 80% de la population de Polynésie qui a fini par être infectée. Il a montré que c'était une maladie pathogène. C'est le chercheur le plus connu, il s'appelle Didier Musso, vous pouvez regarder, le chercheur le plus connu de Zika. Quand il a présenté ça en France, moi j'ai tout de suite demandé de me faire un éditorial pour le journal dont j'étais rédacteur en chef à l'époque, et toutes nos institutions de santé publique s'en sont foutues. À considérer, en dépit du fait que la Polynésie française, c'est la Polynésie française, c'est lié à nous. Donc il a dû prendre des décisions tout seul, il était directeur de l'Institut de recherche de Polynésie, il est devenu le plus connu du monde. Il n'y a pas eu de stratégie qui a été mise en place dans les territoires, les domaines d'outre-mer. Et c'est seulement quand il y a eu des cas au Brésil, 2 ans plus tard, que les Américains sont fait infecter là-bas, que le Center for Disease Control, le centre américain, a attiré l'attention sur le Zika, que la France s'est préoccupée de ce qui se passait pour le Zika. Et c'était les mêmes que maintenant avec Reacting de l'INSERM, c'est les mêmes. Ils ne croyaient pas ce que disait notre collègue qui avait fait tout son cursus à Marseille, qui avait les souches, qui avait les cas. Alors, une fois que ça a été reconnu, on a vu les gens, les épidémiologistes de Pasteur sont allés à Tahiti pour dire quelles étaient les autres conséquences. Très bien. Ça veut dire que pendant 2 ans, il est resté seul, pour la France, pas pour le reste du monde, pour la France, à parler d'une maladie qui avait été découverte dans un territoire français. Donc, c'est un problème. Moi, quand j'ai dit dès juillet, écoutez, c'est pas... Les gens pensaient, parce que les gens pensent que j'ai besoin d'être de mauvaise foi. Vous savez, pour reconnaître que je suis trompé, je n'ai pas d'état d'âme. Mais quand, en juillet, je suis revenu en juillet pour faire séquencer les génomes de ce que nous voyions, parce que nous voyions apparaître une nouvelle épidémie, ce qui me surprenait. Je n'ai pas l'habitude de voir des épidémies avec rebond. Je n'ai pas d'exemple de ça. Et donc je suis très surpris. Quand il se passe un truc comme ça, généralement, c'est un mutant. Elle n'a duré que jusqu'en juillet, et elle n'a pas diffusé hors de cette zone-là. C'est pas... Ça a donné des formes très peu graves et qui n'ont pas diffusé au-delà de cette zone-là. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce mutant, c'était bien un mutant ou un variant, mais il était suffisamment différent pour qu'on l'identifie. Et deuxièmement, il n'avait pas de vitalité. Et puis on a eu, à la fin de ça, et qui a commencé vraiment à flamber à partir de septembre, un autre variant qu'on appelle le 4, qui est celui qui a causé, vous voyez en bleu, là, qui est celui qui a causé toute l'épidémie jusqu'à maintenant et qui continue à sévir maintenant, qui cause encore 50% des cas qu'on voit actuellement. D'accord ? Et il est extrêmement différent de tous les autres, extrêmement loin. On ne sait pas quelle est son origine, on ne sait pas comment un virus a pu apparaître la première fois avec autant de mutations différentes. Normalement, on voit des stades progressifs.
Soit c'est dû, c'est possible, au fait qu'il y ait des mutations dans les gènes réparateurs de ce virus, et donc les mutations sont accumulées, soit c'est parce qu'il a eu une période qui est complètement aveugle, où il s'est multiplié dans autre chose que l'homme, et il est possible que ce soit un de ces virus qui s'est multiplié dans les élevages de visons. C'est possible. Parce que les premiers génomes que l'on a, qui ont été faits ici, dans le sud de la France, en Occitanie, chez nous et en Occitanie, pour les 4 premiers ou les 5 premiers, et le 6e c'était au Danemark, et le plus grand nombre de génomes que l'on a de ce génotype viennent du Danemark, qui est un des endroits au monde où il y a le plus de visons. Ils ont déjà exterminé la moitié de leurs visons d'élevage. Donc, c'est pas impossible. En particulier, on a l'impression qu'il y a une mutation à la base qui est commune avec le vison. Il y a d'autres hypothèses, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose avec un nouveau mutant. Tant qu'il n'y a que moi qui disais ça, non, parce que personne d'autre ne faisait de génome en France. Les gens ne font pas assez de génome. Mais quand les Anglais ont dit, regardez, si nous on a un génotype avec une nouvelle maladie, tout le monde dit, ah c'est vrai, d'un coup les gens disent, mais nous alors finalement c'est pas vrai ce qu'ils disaient à Marseille, qu'eux aussi ils avaient un nouveau génotype, sûr, c'est vrai, et il est dans toute l'Europe ce génotype. Hein. Donc c'est une autre épidémie, c'est autre chose, c'est pas un modèle, c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire de modèle épidémique, c'est une autre maladie, chaque maladie a son propre génie. Ces virus mutent beaucoup, on avait l'impression que ces grands coronavirus mutaient moins, parce qu'ils ont ce système de réparation. Mais si ce système de réparation marche moins, ils se remettent à muter beaucoup et vous allez avoir des mutants sans arrêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait des mutants ? Eh bien, vous avez une deuxième maladie qui sévit là. Et vous voyez, qui a ni la même ampleur, ni la même mortalité, ni la même durée dans le temps. Elle a duré beaucoup plus dans le temps. Elle était moins souvent mortelle, mais à la fin, il y a plus de morts parce qu'elle a duré tellement plus longtemps qu'elle a touché beaucoup plus de gens. On estime, nous, à Vulnay, qu'il y a peut-être eu 8% de gens à Marseille qui ont été infectés au cours de la première épidémie, et peut-être 25% jusqu'à présent, avec la deuxième épidémie. Donc, 3 fois plus fréquente. Mais surtout, le point qui est intéressant, important, c'est que c'est tellement 2 épidémies différentes que nous avons maintenant 33 personnes qui ont fait une maladie dans la première épidémie et qui viennent d'en faire une avec le 4. Là. Donc, ils ont rejoué une deuxième fois avec l'épidémie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même maladie. 2, l'autre a disparu, celle qu'on avait eue. 2, la première épidémie ne paraît pas entraîner une immunité totalement protectrice vis-à-vis de ce nouveau génotype, ce qui est quand même une question embêtante. Ça veut dire que si la maladie naturelle ne donne pas une protection suffisante contre les variants, ce qui avait été suggéré pour les autres coronavirus endémiques, c'est embêtant. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser que le vaccin, je vais en reparler, va nous aider, mais ça ne va pas régler tous les problèmes. Il va falloir soigner les malades. Il va falloir les détecter, soigner les malades et avoir des politiques de prévention qui soient intelligentes et pas émotives. Donc il va revenir à la besogne. Vous avez qu'à relire La Peste de Camus. Ça fera le plus grand bien. C'est un livre magnifique. Et vous verrez, il soigne les gens. Enfin, ils ne savaient pas comment les soigner, mais on les soigne. On incise les abcès, on les soigne, on les prend en charge. Et puis l'épidémie s'arrête à un moment. Il n'y avait pas de... Parce que les épidémies sont comme ça. Elles montent, elles descendent. Et les raisons sont mal connues. Mais en attendant, les patients, on les soigne individuellement. Donc ça, c'est le problème. Nul n'est prophète en son pays, ça je le sais bien, mais enfin là, je pense que vraiment l'État s'est rendu compte qu'il y avait un déficit profond de séquences génomiques, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils en faisaient 10 fois moins que les Anglais, et comme c'est ça le critère, c'est finalement, nous peut-être qu'on a fait des bêtises, mais les autres le font aussi, si les autres le font aussi, c'est pas très grave, on est même plus sûr que c'est une bêtise, mais si les autres le font pas, là, on comprend que il se passe quelque chose. Alors, si vous voyez le nombre de séquences qu'on a en France, à côté du nombre de séquences qu'il y a en Angleterre, le nombre de séquences qu'il y a au Danemark, ou le nombre de séquences, c'est gênant.